disons, à la tranche de 4 heures de vidéo qui était atteinte, qui a été atteinte et qui automatiquement interrompt notre diffusion. Là, nous reprenons donc notre live dans une deuxième partie qui va nous mener jusqu'à son terme. Nous étions à la 6e question et je vais redonner la parole au Sejkovic qui était en train donc de procéder à son développement. Et cette 6e question était: quels sont, à votre avis, les extraits les plus marquants de l'ouvrage Libre pour la liberté et la justice de Laurent Gbagbo et de François Mattei? Sejkovic. J'en étais au développement qui concerne l'extrait où Kadhafi, feu Muammar Kadhafi, ancien guide de la Jamaïria arabe populaire libyen, aurait confié au président Gbagbo, je cite: Laurent, pourquoi tu te fatigues avec le Nord? Coupe le pays en deux, garde le Sud et laisse le Nord et tu auras la paix. En fait, Kadhafi était à cette époque, compte tenu de son influence au sein de l'Union africaine, considéré comme l'interlocuteur privilégié des Occidentaux qui cherchaient à l'attirer dans une nasse pour l'abattre en fait. Donc ceux qui ont joué ce rôle, c'est Berlusconi et Sarkozy. Et Kadhafi n'a pas compris le danger. Et il est parti pour devenir une sorte de Missi Dominici, pour des intérêts qui sont contraires à ceux qui défendaient. Donc la France était en réalité pour une partition de la Côte d'Ivoire. La France souhaitait que la zone nord de la Côte d'Ivoire soit rattachée au Burkina. C'est ce que voulait d'ailleurs Blaise Compaoré lui-même. C'est ce que voulait Ouattara. C'est ce que voulait la France. Mais Gbagbo a toujours été contre la partition du pays. C'est la raison pour laquelle, en pleine crise politique, après avoir nommé Soro Guillaume Premier ministre, il va se rendre à Bouaké avec Soro Guillaume. Il va se rendre dans les parties nord, où il a failli perdre la vie d'ailleurs, après sa détention, n'est-ce pas? Juste avant qu'on ne l'emmène à La Haye, dans un avion, alors qu'il était frigorifié, n'est-ce pas? Eh bien, Gbagbo n'a jamais voulu la partition. Je vais maintenant plus loin. La nouvelle stratégie de l'impérialisme occidental en Afrique, c'est de créer des zones de fracture et de conflit. Et à partir de là, de faire croire qu'il existe des forces armées et politiques que eux-mêmes ont armées et formées, qui veulent maintenant l'Azawad. L'Azawad, ça c'était au Mali. Parce que la France a créé une coupe dans le Mali, dans la partie la plus riche, en uranium, en gaz naturel, et même en pétrole dans la partie saharienne. Donc voilà pourquoi les Maliens demandent aujourd'hui à la France de partir. Parce qu'ils ont compris que les conflits sont instrumentalisés par elle. Et qu'elle utilise les Touaregs et d'autres populations d'ailleurs. Par exemple, les inimitiés liées aux terres entre Peul et Dogon pour pouvoir provoquer des guerres interafricaines. Gbagbo avait compris cela. Mais la lecture de l'ouvrage prouve qu'en fait, tout en ayant compris la stratégie de la France, il n'y avait pas de solution africaine. Donc la France a une autre stratégie, c'est financer les institutions africaines. Donc la France finance avec l'Union européenne l'Union africaine. Les États-Unis financent l'Union africaine. Pourquoi? Pour que l'Union africaine soit un obstacle à la création des États-Unis d'Afrique. Voilà pourquoi le projet que porte aujourd'hui le Ghana, le Botswana, l'Éthiopie, le Rwanda, la Namibie, c'est l'Union africaine qui aurait dû porter. Mais l'Union africaine est plombée, piégée. Et ils ont mis un Tchadien
à la tête de la commission, qui empêche toutes les solutions favorables à l'Afrique. Et qui a un train de vie dispendieux. Tous ces fonctionnaires qu'on trouve dans les organisations comme l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine, etc., ce sont eux qui travaillent pour qu'il n'y ait jamais les États-Unis d'Afrique. Voilà pourquoi ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus pléthoriques. Et quand ils finissent leur diplôme, ils sont recrutés tout de suite. Ils n'ont jamais de temps de chômage. Parce qu'avant même d'être recrutés, ils sont des agents. Donc le problème de l'Afrique est complexe. Et Gbagbo va aborder maintenant un autre point qui est maintenant sujet à caution. Le président Gbagbo dit que il y a un président que tout le monde prend pour un homme de la France-Afrique, mais qui ne l'est pas. Parce que c'est Paul Biya. Et le président s'appuie sur une confidence que Biya lui a faite, suite à un discours qu'il a prononcé, où il a dit: tu es notre fierté, Laurent. Mais moi, je pense que ça ne suffit pas pour que quelqu'un ne soit pas pour la France-Afrique. Hein? C'est tout simplement une remarque fraternelle, affectueuse, d'un aîné à son cadet. Tous les faits montrent que Paul Biya est un instrument de la France-Afrique. Et il a juste l'intelligence de mettre plusieurs leviers dans sa manœuvre. Quand Paul Biya a compris que les Français manipulaient Feu Denis Ekali, chef des services secrets, pour essayer de provoquer des troubles et le renverser, il a confié sa sécurité aux Israéliens. Eh oui. Parce que les Israéliens, ils ont un des services secrets les plus puissants du monde. Tout le monde connaît les Mossad. Or, ils ont aussi la garde rapprochée, la plus experte au monde. Donc, la sécurité de Biya, physique, n'est pas confiée aux Camerounais. Parce que Biya n'a pas confiance aux Camerounais. Comme Biya avait confiance aux Français. Et qu'il s'est rendu compte que même les Français pouvaient le déstabiliser. Il a pris les Israéliens. Demain, si les Israéliens montrent des signes de faiblesse, il va prendre les Chinois. D'ailleurs, il a commencé à traiter avec eux. Donc, cela veut dire que c'est un homme qui est préoccupé par la survie de son pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'il est contre la France-Afrique. D'une manière générale, c'est un homme qui, depuis plus de 37 ans, sert les intérêts de l'impérialisme occidental. Est-il besoin de le dire aujourd'hui? Donc nous considérons Paul Biya comme un instrument de l'impérialisme occidental qui empêche le peuple camerounais de se libérer de la domination du capitalisme financier mondialisé et de s'unir avec les peuples frères du Nigeria, du Tchad et des autres pays de l'Afrique centrale. Je ne reviendrai pas sur ce point, mon diagnostic étant suffisamment clair. 7e question. Quelle est votre analyse de la crise en Côte d'Ivoire et quelles sont les conclusions qu'il faut tirer pour l'avenir, Serge Kovi? Je pense que nous nous sommes trompés de diagnostic sur la crise en Côte d'Ivoire. La crise en Côte d'Ivoire n'était pas une crise post-électorale qui aurait débuté en 2010 et qui aurait été aggravée par le refus du président Laurent Gbagbo d'accepter une hypothétique et imaginaire défaite face à Alassane Dramane Ouattara. Non. La crise de la Côte d'Ivoire, c'est ce que défend un Français qui s'appelle Jean-Pierre Dozon dans un ouvrage intitulé « Les clés de la crise ivoirienne ». C'est un ouvrage qui a été beaucoup vendu parce que cet ouvrage a permis aux Africains d'épouser la thèse française. Voilà. Mais en fait, la seule façon de comprendre cette crise,
c'est que c'était un coup d'État permanent que la France a mené depuis 2001 et dans l'épilogue, parce qu'il y a le prologue du coup d'État. Ensuite, il y a les différentes péripéties ou jalons du coup d'État que j'ai énumérés tout au long de ce live. Il y a maintenant l'épilogue. L'épilogue, c'est quoi? Pour piéger Gbagbo, pour que le piège se referme sur Gbagbo, il faut qu'il organise des élections et qu'on dise qu'il a perdu à la suite de fraudes massives et qu'on utilise maintenant des Ivoiriens qu'on a armés pour dire c'est le commando invisible. On attaque Gbagbo militairement tout en sachant qu'il ne peut pas se défendre militairement. Et à partir de là, on emmène la CEDEAO, on emmène l'ONU, on emmène tous ces gens-là et on dit dans tous les médias que c'est un dictateur. Et comme Gbagbo n'a pas de réplique et que les pays africains l'ont lâché, l'Afrique du Sud a lâché Gbagbo. Jacob Zuma est venu en France négocier avec Sarkozy le lâchage en règle de Gbagbo. Celui qui voulait être président au Gabon là, Jean Ping là, Jean Ping, le chinois noir là, eh bien lui aussi il a lâché Gbagbo. Hein? Il était à la tête de la commission. Hein? Et les Français lui ont promis qu'il serait président. Eh bien on a vu ce qu'il en était. Et il y a aussi, à un moment donné, hein, des pays africains comme le Sénégal. Abdoulaye Wade pensait que les États-Unis et la France allaient le laisser placer son fils. N'est-ce pas? Celui qu'on appelle le ministre du ciel et de la terre. Ministre de tous les ministères. Eh bien lui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Abdoulaye Wade a lâché Gbagbo. Et non seulement il a lâché Gbagbo, mais les mêmes ont lâché Kadhafi. Dans les mêmes conditions. Vous voyez? Il y a même un chef d'État dont je tairai le nom. Parce que un tel degré de trahison m'horripile. Un chef d'État qui a dit ceci. Si Gbagbo avait fini comme Kadhafi, on en aurait pour 100 ans pour ne plus voir des Sankara ou des Gbagbo. Parce qu'il fallait qu'ils finissent comme ça. Tu vois? Mais c'est dommage qu'on l'ait envoyé à la CPI. Parce que là-bas, connaissant l'homme, eh bien, il va dire là-bas qu'il a été victime de l'impérialisme et il va transformer son propre procès en un procès de l'impérialisme et du néocolonialisme français. Ce qu'il a fait. Donc, Gbagbo, c'est quelqu'un dont on ne voulait même pas qu'il soit vivant. Du bon cas, là. C'est Sidiki Kaba qui dit ça. Il était présent à l'intérieur. Il a vu tout ce qui s'est passé. On devait abattre Gbagbo, en fait. Donc, et celui qui l'a dit aussi, c'est un ancien ministre sénégalais qui a été décoré de la Légion d'honneur en France. Ça, cette vidéo existe sur Internet aussi. C'est une vidéo de la conférence organisée par l'association des amis de Laurent Gbagbo, dont je faisais partie, puisque j'ai pris la parole ce jour-là. Eh bien, c'est effectivement Ahmed Dansoko. Ahmed Dansoko, un des leaders historiques, hein, du PAI, le Parti africain de l'indépendance au Sénégal, qui a dit que Laurent, c'est mon ami. Mais le fait que Laurent soit sorti vivant est en soi un miracle que je ne m'explique pas. Parce que la France-Afrique n'a pas l'habitude de laisser sortir vivant un tel gros poisson. Jamais. Donc, le fait que Laurent Gbagbo ait été vivant a permis aussi aux Africains, pour la première fois, d'avoir un chef d'État qui dit dans un prétoire de la Cour pénale internationale que c'est la France qui a bombardé son palais, que c'est la France qui l'a fait arrêter et que c'est la France qui commandait les rebelles. Voilà. Donc, je ne vais pas gloser sur le discours de Blé Goudé et l'épisode de celui qui mange la dent de la panthère. Donc voilà. Donc ce que je veux dire ici, il faut que tous les Africains comprennent que grâce à Gbagbo, le masque de la France africaine est tombé et le visage hideux de la bête est apparu. Grâce à Gbagbo, nous savons maintenant comment ils menacent les présidents africains directement pour prendre l'argent dans des actes de piraterie et de gangstérisme. Grâce à Gbagbo, nous savons comment ils font pour le CFA et comment ils font pour nous ruiner chaque jour.
grâce à Gbagbo, nous savons aussi aujourd'hui que la France ne lâchera jamais l'Afrique. Parce que si la France lâche l'Afrique, tous les indicateurs économiques montrent que la France va tomber plus bas que l'Albanie dans le concert. La France sera plus bas que l'Albanie. Il y aura beaucoup d'autres gilets. Il n'y aura pas seulement les gilets jaunes. La France tombera plus bas. Et le jour où ce sera la faillite pour la France, le jour où les gilets jaunes, les gilets rouges vont monter au créneau. Je dis bien, les gilets rouges. Vous voyez ce que je dis? Parce que la France est déjà au rouge. La France n'a plus d'argent. C'est-à-dire tout l'argent qu'on vole en Afrique, c'est l'oligarchie qui se partage. Ils laissent les retraités, les malheureux, souffrir. Alors que c'est l'Afrique qui finance la France depuis maintenant 2 siècles, quasiment. Donc, ces faits-là, les Africains savent aussi. Grâce aussi à Internet, grâce aux réseaux sociaux, et tous les mensonges des médias mainstream tombent maintenant en ruine. Plus personne n'y croit. Plus personne ne croit en BFM TV. Plus personne ne croit en LCI, Radio France Internationale. Tout ça là, tout le monde sait que c'est des courroies de transmission médiatique, de la propagande, de l'impérialisme français. Et personne n'y croit. Voilà. Merci, Kovi. 8e question. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé bénéficient d'un régime de liberté surveillée, entre guillemets liberté surveillée, après leur relax par la Cour pénale internationale, entre guillemets, donc entre parenthèses CPI. Que pensez-vous de cette institution controversée? Et surtout, souhaitez-vous le retour de ces 2 leaders charismatiques ivoiriens dans leur pays? Serge Kovi. Je révélerai jeudi une vidéo dans laquelle je démonte, le mot n'est pas trop faible, la Cour pénale internationale. J'attire votre attention sur le fait que Gervais Bogas Sako, professeur ivoirien à Bouaké, et qui est actuellement exilé politique en Italie, et moi-même avons fait une émission sur Events News TV qui est intitulée sur Internet en fait Bogas Sako et Kovi Gomez mettent à nu la CPI. Je voudrais, en 2 minutes, dire dans quelles conditions la CPI est apparue. Ce sont les accords de Rome qui ont institué la nécessité d'avoir une justice internationale qui combattrait, 1, les exactions infligées aux populations civiles sans défense dans le cadre des conflits armés. 2, les actes de dictature et d'autocratie caractérisés que les dictateurs ont l'habitude de faire en toute impunité ne seront plus impunis. 3, tous les peuples du monde vont se mettre ensemble pour juger ceux qui commettent des crimes à l'échelle de l'humanité. Mais il y a des crimes qu'on a oublié de mettre. Parce qu'on a dit que ces crimes-là sont prescrits. Il y a le génocide des Amérindiens, c'est prescrit. La traite négrière, c'est prescrit. Les grands crimes contre les peuples sans défense, les vrais crimes contre l'humanité, c'est ça. C'est prescrit. Et cette prescription est due au fait que ceux qui ont créé la CPI, c'est 4 pays. 1, les États-Unis d'Amérique. Ils ne peuvent pas se juger eux-mêmes à travers le génocide amérindien. 2, la France, qui est la puissance la plus criminelle et la plus criminogène en Afrique. 3, la Grande-Bretagne, dont les crimes sont connus en Inde, au Pakistan, un peu partout. 4, l'Allemagne, qui a refusé de prendre part. Parce que jusqu'à présent,
On accuse l'Allemagne d'avoir commis des crimes contre les Juifs. Et les Allemands doivent payer tout le temps. Voici les raisons pour lesquelles je considère cette juridiction comme n'ayant aucune légitimité. La première raison, c'est qu'ils veulent déférer les ressortissants des pays partis, qui sont majoritairement africains, à cette cour, et singulièrement certains représentants, c'est-à-dire les dirigeants qui sont réfractaires au nouvel ordre mondial et qui sont souverainistes. Donc, ceux-là, on peut les déférer. Et jusqu'ici, il n'y a que des Africains qui ont été déférés. Bien. Mais aucun ressortissant américain, français, anglais, ne peut être poursuivi par cette cour. Je pose une question apparemment innocente. Est-ce qu'il n'y a pas eu de crimes contre l'humanité en Afghanistan? Est-ce qu'il n'y a pas eu de crimes contre l'humanité en Irak? Est-ce qu'il n'y a pas eu de crimes contre l'humanité en Syrie? Est-ce qu'il n'y a pas de crimes contre l'humanité aujourd'hui en Afrique? Quand on tue des gens au Congo, massivement, et que personne ne réagit, est-ce que ce n'est pas des crimes contre l'humanité? Les Afghans ne sont-ils pas des humains? Les Irakiens ne sont-ils pas des humains? Les Syriens ne sont-ils pas des humains? Les Africains ne sont-ils pas des humains? Alors voilà ma conclusion. C'est un tribunal qui exonère les criminels et qui criminalise les innocents. Voilà la position de Kwame Gomez. Voilà, ça c'est le premier point. Bon, deuxième raison. On a emmené Gbagbo alors que la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale n'avaient pas ratifié un acte d'extradition. Et ça s'est passé à Paris ici. Moreno Ocampo, l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, c'est lui qui a discuté avec Ouattara à Paris pour dire qu'il faut extrader Gbagbo. À l'époque, Gbagbo croupissait dans des conditions inhumaines à Korogo, sous la protection, entre guillemets, c'est-à-dire sous la menace de Fofié, un des chefs de bande qui, lui, ne sera jamais à la CPI. Je reviendrai là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte même de déferment de Gbagbo était illégal. Voilà pourquoi, le temps de signer un acte, Ouattara et les autres, on leur suggère qu'il faut que Moreno Ocampo aille à une retraite dorée, avec des millions, et qu'on mette une Gambienne, ancien ministre de la Justice de Gambie, Fatou Bensouda. Et Fatou Bensouda a été ministre d'un gouvernement dirigé par Yahya Jammeh, qui était accusé de crimes contre l'humanité. Quand on parle de solidarité gouvernementale, donc elle est complice de crimes contre l'humanité. Pourquoi on lui a confié ça? On lui a confié ça à cause de son nouveau mari arabe. Je n'entrerai pas parce qu'elle a eu aussi des malheurs. Son fils a été tué dans un accident aux États-Unis récemment. Fatou Bensouda, c'était tout simplement une sorte d'égérie pour jouer une farce. Il y a les dindons de la farce, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, Gbagbo, Blé Goudé. Mais il y a la dinde qui fait la farce. C'est elle, Bensouda. Et il y a peut-être les dindonos. Donc, le problème que nous posons est le suivant. Et c'est le troisième problème. Nous disons que la Cour pénale internationale a instruit un procès à charge. Donc j'appelle ça la jurisprudence Gbagbo. C'est-à-dire que maintenant, quand
le Conseil constitutionnel de ton pays dit que tu es président et qu'on ne veut pas de toi, on t'emmène là-bas pour dire que le Conseil constitutionnel ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est la communauté internationale. Alors, c'est quoi la communauté internationale? C'est 4 pays, en fait. C'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Canada. C'est tout. Voilà la communauté internationale. Je crois qu'elle est réduite à sa portion congrue. Bon, donc, dans ces conditions, le procès lui-même a révélé des irrégularités gravissimes. À savoir que on montre en plénière les gens de Gbagbo en train de tuer des femmes. On dit que ça se passe à Bobo. En fait, c'est des images du Kenya. Où les Kenyans parlent anglais en disant pourquoi vous tuez les gens. Et on dit que c'est à Bobo. On amène un témoin qui est venu directement du Mali, qui n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et on lui pose la question. Vous avez été victime de torture de la part de l'escadron de la mort de Gbagbo? Oui. Dans quelle ville? Et il fait comme ça. Ah, mais pourquoi je ne sais plus la vie? Bon, parce que il n'a jamais été témoin de cet acte. Mais on lui a donné 2000 €. Donc, tout a été fait. Et ces irrégularités, pour une fois, ne sont pas à huis clos, dans un lieu où on ne peut pas vérifier, mais devant la presse internationale. Donc ce procès-là, c'est le procès de la honte, fait par le tribunal des vainqueurs, qui est la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale, c'est le bras armé judiciaire des puissances occidentales en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous demandons le retrait collectif de tous les pays africains de cette juridiction moribonde. Et nous demandons la création d'un tribunal pénal panafricain qui pourra juger la traite négrière, tous les crimes commis pendant la colonisation, tous les crimes commis contre l'Afrique et surtout les crimes commis par les agents de l'impérialisme français que sont effectivement les Ouattara, Soro Guillaume et tous leurs acolytes, Tuofosier, et Kone Zakaria et tous ces gens-là qui circulent dans des Mercedes partout là-bas. Oui. Parce qu'un problème se pose. Si on dit que Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas coupables et sont relâchés, mais qui est coupable? Puisque le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont été tués à Douékoué, des charniers. Il y a des gens qui, jusqu'à présent encore, sont dans des camps de réfugiés au Togo, au Libéria, au Bénin. Il y a ceux qui ont perdu leur maison. Et à l'heure où nous parlons, les rebelles et leurs animaux dorment dans leur lit. Je dis bien les rebelles et leurs animaux dorment dans leur lit. Donc, comment faire une réconciliation sans justice? Pour qu'il y ait une justice, il ne faut pas juger seulement un camp. Il faut juger les deux camps. Comme ils n'ont pas jugé les deux camps, et que les Français et tout ça ne réclament pas qu'on juge ceux qui ont tué les gens de Koué. Mais il y a plus grave encore. Des Français ont été tués par des Biélorusses aviateurs que les Français eux-mêmes ont payé pour les tuer, pour qu'on dise que c'est Gbagbo qui les a tués. Et les Français ont laissé fuir les Biélorusses au Togo. Et une fois au Togo, l'ambassadeur de France leur a donné de l'argent pour dire on ne veut plus jamais. Et la juge, qui est... Parce que quand tu tues un blanc, c'est jusqu'au bout. Hein. Donc la juge a demandé aux familles, est-ce que vous acceptez l'argent pour vous taire? Les familles ont dit non, il faut attraper Villepin pour le juger. Il faut juger Madame Alliot-Marie. Il faut juger Sarkozy. Et on m'a posé la question de savoir, qu'est-ce que tu en penses qu'on vit? Faut-il les juger? Ma réponse est, Sarkozy a été déféré à un tribunal. Il va comparaître à la rentrée là. Donc pour ne pas venir, Sarkozy est parti voir Ouattara
pour lui demander de le nommer à un poste. Donc on l'a nommé comme Missi Dominici vers les Qatar pour faire les affaires et on mélange tout le groupe Accord et tout ça. Donc Sarkozy veut maintenant la nationalité ivoirienne. Comme Compaoré l'avait demandé, on lui a donné. Compaoré lui avait une raison. Il dit que sa femme est ivoirienne. Mais quelle est la femme de l'autre, Sarkozy? Elle est plutôt italienne. Donc, on ne peut pas donner la nationalité pour chaque fois couvrir les criminels en cavale. Parce que les crimes sont aussi des crimes économiques. On n'inscrit jamais les crimes économiques. Quand quelqu'un ruine tout un pays et que les gens meurent de faim, comment voulez-vous? Donc voilà ce qui s'est passé. Qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Voici les hommes qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara. J'ai parlé suffisamment de Ouattara ce soir pour qu'il faille mettre en sourdine maintenant la référence à ce personnage. Non, ce n'est pas Ouattara. C'est celui à qui on vient de changer de poste. Depuis que j'ai dénoncé ça. Il s'appelle Philippe Séré-Eiffel. Il est le grand ordonnateur des marchés publics en Côte d'Ivoire. C'est lui qui s'occupe de tous les contrats des marchés. C'est lui qu'on vient voir. Ce n'est pas le ministre des Finances. C'est un leucoderme, vraisemblablement d'obédience maçonnique, hein, et un spécialiste de la France-Afrique. Voilà le premier qui dirige l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Deuxièmement, il y a Claude Régla. Qui est Claude Régla? R-E, accent aigu, G-L-A-T. Qui est Claude Régla? C'est un ancien qui a sévi au Gabon. Pendant les conséquences de la crise post-électorale, il a massacré les gens là-bas. Et comme il est expert en répression, on l'a amené en Côte d'Ivoire pour diriger les FRCI, c'est-à-dire les forces républicaines de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'armée des rebelles. Parce qu'on a envoyé à la retraite tous les vrais militaires patriotes. Et on a laissé les rebelles dans l'armée. Et de temps en temps, eux-mêmes tirent en l'air pour demander de l'argent à Ouattara. En disant, Ouattara, c'est grâce à nous que tu es là. Tu nous oublies. Tu sers les Toubabs. Mais tu ne nous sers pas. Et on leur donne à chacun de l'argent. Et ils s'en vont faire la fête. Après, ils reviennent dans la caserne. Donc, tout ce désordre. Troisièmement, qui dirige les affaires étrangères là-bas? Eh bien, c'est l'ambassadeur Simon. Le même qui a humilié Gbagbo. Qui a humilié sa femme. Qui a humilié la mère de Gbagbo, maman Marguerite Gado, paix à son âme. Elle est décédée. Vous voyez? Donc, c'est lui qui dirige les affaires étrangères là-bas. Qui dirige le cacao? La filière du cacao. Mais c'est l'enfant de Madame Ouattara. L'enfant qu'elle a eu dans notre mariage. Un locoderme également. N'est-ce pas? Alors, le grand conseiller qui s'occupe de la justice et aussi du foncier, c'est-à-dire c'est lui qui décide les terres appartiennent à qui. Même les terres ancestrales, là. On emmène n'importe qui. Là, ils veulent faire de Grand Bassam un grand cité balnéaire pour les locodermes. Tu vois? Ceux qui viennent faire du tourisme sexuel. Tout ça, on les emmène en Côte d'Ivoire. Ils font tout ce qu'ils veulent avec la bénédiction de ceux qui se disent aujourd'hui dirigeants de la Côte d'Ivoire. Et qui n'ont même pas honte de voir des fillettes détroussées par des malades mentaux et des psychopathes sexuels. Voilà la réalité de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Donc, moi je dis, moi Corvi, que la Côte d'Ivoire est en voie de recolonisation. Et que l'Afrique ne laissera pas la Côte d'Ivoire se faire recoloniser. Toutes les mesures conservatoires doivent être prises pour empêcher ces gens de faire ce qu'ils ont à faire. Et François Hollande, le socialiste, est arrivé au pouvoir et il a continué la même politique que Sarkozy. Macron, le banquier de Rothschild, arrive au pouvoir. Lui aussi, il à fond. Il a même dit que faut faire vite, prendre le maximum de cacao, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver après.
puisque Marine Le Pen fait des interviews pour dire que la situation en Côte d'Ivoire n'est pas normale, que le CFA c'est une anomalie, etc., etc. Mais est-ce que Marine Le Pen, si elle arrive présidente, elle peut oser même attaquer ça? C'est les piliers qui font que la France vit. Dans l'opposition, on critique ça. Mais dans les faits, au contact de la réelle politique, les conseillers te disent tout de suite, ne t'amuse même pas. Le franc CFA, c'est ça qui fait qu'on paye nos fonctionnaires, nos vétérans. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux la faillite de la France? Donc, le problème de fond, il est là. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que beaucoup de gens ont fait une mauvaise analyse de la situation en Côte d'Ivoire. Il fallait faire une analyse géostratégique. Il fallait poser les jalons de la crise. Il fallait mettre en évidence les protagonistes de la crise. Les protagonistes les plus visibles ne sont pas les marionnettes qu'on exhibe. C'est-à-dire Ouattara, n'est-ce pas, Soro Guillaume, hein, Bédié et les autres. Ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, c'est ici à l'Élysée. Et ils travaillent directement avec le grand patronat français. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et même aux États-Unis, eux aussi prennent beaucoup en Côte d'Ivoire. Et aussi l'Israël prend pas mal en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons dire aujourd'hui que nos frères ivoiriens ont besoin de notre assistance. Nous devons faire de la Côte d'Ivoire ce qu'on appelle un cas d'urgence absolue. Ce serait non-assistance à peuple en danger que de laisser ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire se faire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très inquiets sur la prochaine échéance électorale. Et nous ne saurons en dire plus au stade actuel. Merci, Kovi. 9e et avant-dernière question. L'arrestation rocambolesque de Laurent Gbagbo et de ses collaborateurs par l'armée française a provoqué en France une mobilisation sans précédent de la résistance ivoirienne et panafricaine. Qui sont en réalité les protagonistes de cette résistance et quel objectif vise-t-il, Serge Kovi? Il faut savoir que la résistance ivoirienne a fonctionné de pair avec la résistance panafricaine. Je m'explique. Il y avait un observatoire de la résistance qui s'occupait de pays comme le Gabon, comme le Togo, comme la RDC, comme le Cameroun, surtout le Cameroun. Parce que je dois dire aujourd'hui que les Camerounais ont été les plus mobilisés pour défendre la Côte d'Ivoire et sa souveraineté. J'en sais quelque chose parce que j'étais un des théoriciens de la résistance. J'étais même le principal théoricien de l'aveu d'un ouvrage qui est sorti récemment, où on me donne des compétences que moi-même, j'ai du mal à assumer. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est ceci. La résistance a commencé par les femmes. Ce sont les femmes ivoiriennes qui sont souvent, d'ailleurs, des baby-sitters, c'est-à-dire qui s'occupent des enfants blancs, des gens de la classe moyenne française, les bobos, les bobos. Ce sont ces femmes qui ont cotisé pour faire les sittings, les marches, les rencontres, les conférences, les débats, mais aussi aller à l'ambassade de France, aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, aller à l'ambassade de Ghana, de la Guinée équatoriale, pour porter la parole des résistants. Donc il y a eu plus de 280 manifestations. D'ailleurs, je me souviens, moi-même, j'étais présent à la veille du kidnapping du président Gbagbo sur la place de la République. J'avais pris la parole. Les vidéos existent. Et j'avais apporté tout le soutien des militants panafricanistes à nos frères ivoiriens. Se trouvait sur l'estrade ce jour-là le frère de combat, Zap Krasso, le frère de combat, Toussaint Alain, le frère de combat, Abel Naki, le frère de combat, Willy Bla, le frère de combat, Kirman Yaore. Et tous ces gens-là étaient là. Et j'avais pris la parole. Et j'avais dit ceci. Comme les vidéos peuvent l'attester. La crise qui a lieu en Côte d'Ivoire n'est pas une crise ivoirienne.
Ce n'est pas une crise ivoirienne. C'est une crise visant à tester la recolonisation des autres pays africains sous domination française. C'est-à-dire, si la recolonisation marche en Côte d'Ivoire, le prochain, c'est le Burkina. Après, c'est le Niger. Après, c'est le Bénin. Après, c'est le Togo. Jusqu'en Afrique centrale. Donc, je l'avais dit, et c'est ce qui s'est passé après. Parce que, j'ai dit, s'il n'y a pas la résistance, immédiatement, simultanée dans tous les pays, et cette résistance ne peut se faire que sous la bannière d'un mouvement unitaire qui s'appelle le Congrès panafricain, le Congrès mondial panafricain, selon Obenga. Et moi, je m'en tiens aux déclarations d'Obenga. Je n'ai pas d'autre chef qu'Obenga. Voilà. Je suis un soldat loyaliste qui suit son général. Et le général, c'est Obenga. Personne d'autre. Ça veut dire ceci. Il faut nettoyer les écuries d'Audias. Et ce nettoyage a commencé, comme je l'avais prédit, au cours de ce discours, au Burkina Faso. Et ceux qui ont fait ce nettoyage ont perçu en Blaise Compaoré un des principaux soutiens du régime néocolonialiste de Ouattara. C'est la raison pour laquelle Ouattara nous a donné raison, puisque quand Blaise a fui sans gloire, il est venu se réfugier là-bas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Blaise Compaoré étant en fuite, nous avons eu la malchance que Isaac Zida, ait pris le pouvoir par les armes pour pouvoir redonner ça à l'impérialisme français. Parce que les cadres panafricanistes n'étaient pas prêts. Ceux qui étaient prêts, c'était le peuple. C'est la lame de fond. Avec à la tête le mouvement, le ballet citoyen, dont je salue ce soir, en direct, effectivement, depuis la librairie Taméry, l'héroïsme. Et le leader de ce mouvement, je le salue plus que jamais, c'est le frère de combat Serge Bambara, qu'on appelle Smokey. Donc, c'est parce qu'il y a eu cette résistance en Afrique, en Europe et aux États-Unis qu'aujourd'hui, l'impérialisme est obligé de faire attention à la répression de ce qui se passe au Ghana actuellement. L'impérialisme doit faire très attention. Parce que nous, on n'a rien à perdre. Mais eux, ils peuvent tout perdre. L'impérialisme doit faire très attention. J'ai répété cette phrase. Nous, on n'a rien à perdre, puisqu'on n'a plus rien. Mais eux, ils peuvent tout perdre. Parce qu'ils ont tout à perdre, eux. Ce qui permet le train de vie de la France. S'ils perdent ça, je ne vois pas où va la France. Et je ne souhaite pas que la France aille dans le mur. Donc, la raison pour laquelle j'ai parlé comme ça, c'est qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est en pleine ébullition. Le Togo est en pleine ébullition. Le Bénin avait déjà été dans la fournaise, puisque la France a amené aussi un technocrate qui dit que son maître à penser, c'est Ouattara, Lionel Zissou, qui a cru qu'il pouvait prendre le pouvoir. Nous avons créé un front qu'on appelle le Front du refus du Bénin. Et ce front avait créé un collectif qu'on appelle TSZ, c'est-à-dire Tout sauf Zissou. Collectif dans lequel j'étais moi-même. Et j'avais dit que Zissou ne peut jamais être élu, c'est la terre de Béhanzère. Et les faits nous ont donné raison. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que ça doit aussi aller aux Antilles. Guyane. Au lieu de faire des mouvements pour dire que c'est les immigrés haïtiens qui sont les ennemis de Guyanais, il faut porter le fer là où il y a le mal. Il faut que la Guyane entre en ébullition. Il faut qu'il y ait le Congrès mondial panafricain section guyanaise qui entre en action. Donc, nous allons décréter. Nous allons décréter. Bientôt.
la création de cette organisation unitaire à Accra, au Ghana. Pas ici. Parce que c'est les Africains qui doivent le faire, pas à l'extérieur. On doit faire les choses maintenant sur nos bases arrières. On ne doit pas exporter des révolutions pseudo machin en Europe et en France. C'est pas en gesticulant à la place de la République, entouré de CRS, qu'on libère l'Afrique. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il faut créer des entreprises. Il faut libérer notre jeunesse de la précarité. Il faut leur donner des emplois. Parce que ce sont ces gens-là qui, demain, vont incarner l'espoir. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Et c'est notre inaction qui constitue pour eux une source de frustration. Et tout ceci est dû à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé. Parce que le chef de ce qu'on appelle la jeunesse patriotique, c'est pas pour rien qu'on appelle COGEP. Parce que le P de COGEP, c'est panafricain. Vous voyez? Il faut que partout naissent en Afrique des collectifs de femmes patriotes, comme celle que dirigeait notre sœur, Bogrébé. Et je voudrais remercier maintenant les personnes suivantes. Je voudrais remercier son Excellence Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, qui a demandé, pas plus tard qu'avant-hier, le retour de Laurent Gbagbo dans son pays, le retour de Blé Goudé dans son pays, le retour de tous les exilés politiques dans leur pays. Nous souhaitons que les Africains ne disent pas que Gbagbo est sorti de prison. Blé Goudé est sorti et le combat s'est arrêté. Parce que la CPI continue à les surveiller. Ils bénéficient d'une liberté sous protection. Nous devons demander et exiger une libération totale et définitive. Le retour dans leur pays et la poursuite de la lutte dans le cadre du panafricanisme révolutionnaire. Tels sont les objectifs que nous poursuivons aujourd'hui. 10e et dernière question. Il est de notoriété publique que les Ivoiriens se rendront de nouveau aux urnes pour un scrutin présidentiel crucial en 2020. Selon vous, quelles sont les mesures conservatoires qu'il faut prendre de toute urgence pour éviter un nouveau bain de sang comme en 2011, Serge Kovi? Mon plus grand regret, c'est que le 31 mai dernier, je n'ai pas pu assister sur les hauteurs de Waterloo en compagnie de Guy Laberty, en compagnie de l'avocate Abiba Touré et d'autres à l'anniversaire du président Gbagbo. Je voudrais rappeler que j'ai adressé le 31 mai 2011, il y a de cela maintenant 8 ans, une lettre, une correspondance, une lettre ouverte au président Gbagbo, dont je voudrais, au terme de ce live, donner lecture. Excellence, Monsieur le Président, il y a 5 années jour pour jour, le 31 mai 2011, j'organisais à Paris, anniversaire, en présence d'un nombre record de participants, 600 personnes selon la préfecture de police, même si 300 seulement ont été admises dans la salle. À votre demande, votre conseiller spécial, M. Bernard Oudin, nous avait honoré de sa présence. De l'aveu de toutes les associations impliquées dans la résistance ivoirienne et panafricaine, cette effervescence populaire autour de votre personne était à marquer d'une pierre blanche dans la mobilisation visant à défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 mai 2016 et 5 années après l'inoubliable rassemblement de l'AGK dont j'ai tenu à diffuser les 16 séquences vidéo sur ma page Facebook, vous êtes contraints de nouveau de fêter en guillemets votre 71e anniversaire dans les geôles de la Cour pénale internationale, cette institution discréditée par le procès
de la honte instruit depuis plusieurs mois contre vous et contre votre héritier putatif, j'ai nommé mon frère de combat et ami Charles Blé Goudé. Donc, cet extrait de la lettre montre tout simplement que je ne vais pas aller plus loin, mais vous devez simplement retenir ces quelques passages. Mieux, ce déni du droit a fait naître une codification législative nouvelle que nous avons nommée, faute de mieux, la jurisprudence Gbagbo. Avec le docteur Gervais Bogasako, nous avions livré à chaud nos impressions sur la chaîne de télévision Events News TV dans le cadre d'une émission intitulée Bogasako et Kovi Gomez mettent à nu la CPI. Il va sans dire que le procès de la honte qui se poursuit dans la confusion générale est en réalité le procès de l'impérialisme, du néocolonialisme et de la France-Afrique. Quel que soit le verdict final de cette tragicomédie judiciaire, Charles Blé Goudé et vous-même avez fait tomber le masque hideux de la prétendue communauté internationale, masque derrière lequel se dissimule la pieuvre immonde qui aspire toutes les ressources énergétiques, minières et les matières premières stratégiques du continent africain, condamnant du même coup ces populations autochtones à vivre dans une misère effroyable et indescriptible. À l'instar de Patrice Emery Lumumba, d'Amilcar Cabral, de Thomas Isidore Sankara, vous avez accepté de payer le prix du sacrifice pour ouvrir la voie à une génération nouvelle de jeunes patriotes panafricains acquis pour le meilleur et pour le pire au combat pour l'éradication définitive du néocolonialisme d'une part et pour l'émergence des États-Unis d'Afrique d'autre part. Nous savons les privations et les vexations dont vous faites l'objet depuis avril 2011 pour avoir refusé d'obtempérer aux injonctions du criminel de guerre Nicolas Sarkozy et de ses affidés nègres. Nous savons que vous êtes depuis votre centre de détention de la Haye un témoin privilégié des profondes mutations qui agitent notre Afrique et dont les acteurs majeurs sont les femmes et les jeunes. Dans une certaine mesure, les millions de femmes et de jeunes qui ont pris d'assaut sous la bannière du ballet citoyen la place de la Révolution à Ouagadougou pour provoquer la fuite sans gloire du tyran sanguinaire Blaise Compaoré et ses acolytes appartiennent à la génération Gbagbo. Vous incarnez, Monsieur le Président, l'espoir de tous les Africains dignes et fiers descendants des premiers guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Mais vous avez fait mieux et vous incarnez le combat pour la dignité de l'homme noir. Ce qui importe à nos yeux, ce n'est pas tant le verdict abject du procès de la honte que le glorieux testament du plaidoyer de l'histoire. Notre vœu ardent, Monsieur le Président, c'est que votre nom figure désormais en lettres de noblesse dans les annales du panafricanisme au même titre que ceux d'Anténor Firmin, de Benito Sylvain, d'Henri Sylvester Williams, de Martin Delaney, de Marcus Mossia Garvey, de Kwame Nkrumah, de Cheikh Anta Diop, de Robert Mangaliso Sobukwe, de Thomas Sankara, etc. Vous avez mené, Monsieur le Président, le combat de la mat et c'est la raison pour laquelle je vous souhaite aujourd'hui un joyeux anniversaire. Jean-Charles Kovi Gomez. Donc, ayant assumé cet acte épistolaire auprès de Laurent Gbagbo, je ne peux que conclure maintenant sur ce que je pourrais appeler mon vœu le plus ardent pour l'avenir. Mon vœu le plus ardent, c'est que Laurent Gbagbo rentre chez lui à Mama pour aller sur la tombe de sa mère. Notre maman qui est dans les champs d'Yalou et qui protège de là-bas son fils et tous les martyrs, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire. Je voudrais également que le frère de combat, Charles Blé Goudé, rentre chez lui à Djibéloa et aussi à Gagnoa pour pouvoir rencontrer sa famille et pour continuer son combat pour la libération de l'Afrique. Car le combat que Charles Blé Goudé, que Gbagbo, Laurent, Koudou et notre maman Simone et Yves Gbagbo ont mené, c'est le combat que toute l'Afrique doit mener parce que
la Côte d'Ivoire seule ne peut pas porter une charge aussi lourde. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas assumer le destin de l'Afrique. Le Cameroun doit suivre. Le Bénin doit suivre. Le Gabon doit suivre. La Centrafrique. Tous les pays africains doivent suivre. Et ces pays ne peuvent pas suivre avec des croyances mortifères du genre Jésus de Nazareth et toutes ces choses que nous avons expérimentées et bu jusqu'à ce que le calice aille à la lie. Voilà pourquoi je souhaite qu'on suive la direction que Cheikh Anta Diop a indiquée. Cheikh Anta Diop ayant indiqué cette direction, une fois pour toutes, Cheikh Anta Diop nous a dit que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique peut avoir une fin si nous suivons ce qu'on appelle le plan d'action. C'est-à-dire cet ouvrage, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Les solutions aux problèmes de la Côte d'Ivoire se trouvent ici et nulle part ailleurs. Voilà pourquoi nous souhaitons rallier le maximum d'Ivoiriens à la cause du panafricanisme, à la cause de la MAD. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je voudrais, pour que les Ivoiriens prennent la mesure de cette vision qui doit nous ramener vers la source qu'est la vallée du Nil, je voudrais citer Cheikh Anta Diop en guise de conclusion, tel que je le fais depuis quelques mois maintenant. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qui soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiennes s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive libre ou mourir, nous vaincrons. Hotep! Hotep, merci de nous avoir tenu compagnie. Nous sommes arrivés au thème de ce live. Et comme vous le voyez, nous avons franchi le cap de 4 heures du temps, qui nous a donc ainsi permis vraiment d'étudier l'ouvrage le plus récent, le plus jeune ouvrage dans notre collection d'ouvrages grand classiques de la Renaissance kémite. Libre pour la vérité et la justice de Laurent Gbagbo et de François Mattei. Alors, Serge Kovi, pour la semaine, le programme, quel est-il, hein? Qu'est-ce qui nous est proposé? Qu'est-ce que tu nous concoctes pour cette semaine? Comme je l'avais indiqué au cours de notre formation, dimanche, le dimanche 30 juin, je vais m'atteler désormais et exclusivement à la formation scientifique des Africains. Je ne serai plus dans ce qu'on appelle la stratégie de la diversion et de la distraction. Cela veut dire que je n'irai plus dans des meetings soi-disant militants qui sont tout simplement des voies de garage et de détournement des Africains de l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que Cheikh Anta Diop nous avait dit. On doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche, armez-vous de science jusqu'aux dents et allez arracher sans ménagement des mains des usurpateurs le bien culturel de l'Afrique dont nous avons été si longtemps frustrés. Donc je veux mettre un terme à la frustration séculaire. Cela veut dire que je vais donner des cours d'initiation à l'Égyptien pharaonique
et aux langues négo-africaines modernes. J'ai fait une introduction générale. Je ferai la première leçon, la première séquence publique qui sera ouverte aussi à tous nos frères d'Abidjan, tous nos frères de Cotonou, tous nos frères de Lomé, Bangui, Niamey, Conakry, etc., etc. Donc, ces frères pourront suivre, comme on le dit souvent, en visioconférence et en direct, les prestations du scribe Corvirec Miret. Voilà donc ce que je ferai désormais. Je m'occuperai que des choses utiles et nécessaires. Et je le ferai une fois par mois. Je le ferai le premier samedi de chaque mois, à l'exclusion du mois d'août et du mois d'octobre, qui sont 2 mois au cours desquels nous serons amenés à effectuer une tournée hexagonale, une tournée continentale européenne, une tournée en Amérique du Nord et dans la Caraïbe, et pour finir, une tournée en Afrique avec un point d'orgue, une conférence publique au stade de l'amitié à Cotonou que je donnerai moi-même. Voilà donc les dispositions que nous voulons prendre et je vais publier demain parce que nous avons déjà publié l'ordre de mission qui expose la philosophie de notre formation. Nous allons publier demain le calendrier juin 2019, juin 2020. 20 séances. Nous allons donc publier le calendrier des 20 séances à suivre. Ensuite, notre sœur de combat, Zeba Sechat Gaoulé, viendra faire ce qu'elle appelle la première séance de médiation et de coaching pour les familles kénites. Donc, je ne saurais trop demander à nos sœurs de combat, à nos mamans, à nos frères de combat qui éprouvent quelques difficultés avec leurs adolescents, avec leurs enfants, ou ceux qui ont des difficultés de couple, de venir parce que notre sœur Zeba Gaoulé a pour habitude de partir des valeurs ancestrales pour résoudre les problèmes de notre peuple kémite. Voilà ce que j'avais à dire pour l'heure et je ne doute pas que d'autres activités interviendront, notamment demain. J'ai omis de le dire, nous avons un grand frère qui a consacré toute sa vie à Lumumba. C'est le grand frère Kassende. Et le grand frère Kassende, c'est que c'est le 94e anniversaire de la naissance de Lumumba. Donc, il se proposait d'animer une causerie à la librairie Taméry. Demain, enfin aujourd'hui, à partir de 18h30. Et les gens qui vont venir viendront aussi pour acheter les livres. Le grand frère Kassende a dit qu'il va ramener le gâteau. Je lui ai dit que ce n'est peut-être pas nécessaire. Sa seule présence pour nous, vu les hautes fonctions qu'il occupe actuellement en RDC, peut être un temps plein pour que nous, à notre tour, on lui rende visite un jour. Voilà ce que j'avais à dire en remerciant le frère de combat, tous ceux qui ont assuré la partie technique, notamment le frère Zafio, le frère courageux qui est resté jusqu'à 1h si tardive pour suivre la conférence, mais je n'en doute pas parce que c'est un des plus passionnés et des plus assidus de nos formations et de nos cours. Et je remercie pour finir tous les internautes qui sont restés accrochés à notre rhétorique jusqu'à 1h si tardive. Je pense que le président Gbagbo sera fier, le ministre Blé Goudé, notre maman Simone et Yves Gbagbo, et tous les gens qui ont souffert dans cette crise. Je pense aussi à saluer la mémoire
du grand combattant Abou Draman Sangaré qui nous a quittés, du grand frère Marcel Gossio qui nous a quittés, et aussi de toutes les personnes qui n'ont pas pu assister à la libération du ministre Charles Blé Goudé et du président, le président Gbagbo, qui est aujourd'hui pour nous une icône pour toute l'Afrique. Voilà ce que j'avais à dire au terme de cette séquence. Merci d'avoir été avec nous. Cette rencontre, ce rendez-vous vous a été proposé à partir de Tameri, Tameri Sematawi, librairie Camille panafricaine. Nous sommes au 19 rue du Chalet, 75 010 Paris, au métro Belleville. Nous sommes joignables au téléphone 06 10 82 29 18 et par mail. Nous sommes joignables sur tameri75@aol.com. Cette diffusion vous a été proposée en direct sur notre Facebook Tameri Sematawi. Vous pourrez le suivre ensuite sur notre page Facebook Tameri Sematawi Njewuti, ainsi que sur notre compte YouTube Tameri Sematawi Mahat. Alors, je voudrais repasser encore la parole à Osej Kovi, qui voudrait nous montrer quelques ouvrages pour conclure définitivement ce live qui, sans doute, est le plus long que nous ayons connu. En matière de procès d'acculturation et d'occidentalisation, l'ouvrage intitulé « La civilisation quotidienne en Côte d'Ivoire » du sociologue Abdou Touré constitue une référence qui nous a été utile dans ce que nous appelons nos itinérances intellectuelles. Je voudrais présenter aussi l'ouvrage de Alafé Wakili intitulé « Notre histoire avec Laurent Gbagbo ». Regard sur 15 années de crise en Côte d'Ivoire. Je voudrais présenter l'ouvrage « Les faux complots d'Houphouët-Boigny, fracture dans le destin d'une nation ». Préface de Bernard Dadier. La préface est d'une très grande importance. Je vous ai présenté l'ouvrage intitulé « Côte d'Ivoire, chronique au pluriel de guerre, 2002-2011 », préface de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly. Cet ouvrage est signé Philippe Duval. Je voudrais présenter aussi un ouvrage intitulé « Ma vérité sur le complot contre Laurent Gbagbo », contre-rapport des résultats de la Commission internationale de l'ONU sur la crise post-électorale. Cet ouvrage a été rédigé par Alain Dogou. Alain Dogou étant un des derniers ministres de la Défense et du service civique de Laurent Gbagbo jusqu'au 11 avril 2011, c'est-à-dire jusqu'à la date du kidnapping du président et de ses collaborateurs. Je voudrais présenter l'ouvrage d'un grand frère qui m'a beaucoup instruit, à savoir le grand frère Bernard Doza, intitulé « Liberté confisquée, le complot franco-africain ». Je voudrais présenter enfin l'ouvrage d'un personnage que nous allons présenter un jour. C'est un des plus grands leaders du RDA, le Rassemblement démocratique africain, dont la mémoire a été occultée aussi, et qui a témoigné. Il a fait longtemps la prison pour avoir dit non simplement au référendum que De Gaulle a imposé. Il s'agit de Djibo Bakari, et son livre s'intitule « Silence, on décolonise ». Je voudrais ajouter à cela le livre de Cheikh Anta Diop, mais aussi tous les livres, c'est-à-dire les 28 livres qui ont fait l'objet jusqu'ici du live, et je ne saurais trop recommander aux uns et aux autres de venir ici dans la librairie, dans notre maison commune, pour acquérir cette nourriture spirituelle qui est de plus en plus aujourd'hui susceptible de créer une dynamique, un mouvement, une lame de fond qui sera cette fois-ci décisive, le mouvement Sematawi pour l'émancipation du peuple kémite. Hotep! Hotep!